Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous allons commencer une nouvelle série, cette fois-ci qui portera sur la chirurgie. Après la série de modules sur la pathologie du bétail et la pathologie infectieuse, nous avons jugé nécessaire de commencer une nouvelle série relative à la chirurgie. Ces modules seront destinés aux étudiants de troisième et de quatrième année des écoles vétérinaires comme ceux de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire de Nantes, de Alfort, de Ngaoundéré, pour ne citer que cela. Cela peut constituer aussi un rappel pour les professionnels qui sont sur le terrain car il est toujours important de rappeler les différentes techniques de chirurgie. Avant de commencer, j'aimerais remercier infiniment Dr Hervé Bichet, qui fut un maître, mais aussi un collaborateur avec lequel nous avons géré l'hôpital vétérinaire de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire de 2019 à 2021. Exercice au cours duquel on a mis en place une garde, une consultation, un bloc d'hospitalisation, un bloc opératoire et aussi une radiographie Canix 2000 qui a permis d'initier les uns et les autres aux techniques de radiographie, mais aussi et surtout de faire beaucoup de chirurgie. Ceci étant, nous allons commencer notre module et le premier module est intitulé Asepsie et antisepsie. Nous allons commencer par définir ce que c'est que la chirurgie. En effet, le mot chirurgie vient du latin care, qui veut dire la main, et urgia, qui veut dire travail. Donc le chirurgien, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Donc le chirurgien, tout simplement, c'est un manœuvre. Et comme vous le savez, de tout le temps, on a toujours voulu qu'un chirurgien ait de la dextérité. Autrement dit, qu'il ait beaucoup d'habilité à utiliser ses mains afin de faire très bien ses actes opératoires. Qu'est-ce que c'est que l'asepsie? Dans le mot asepsie, il y a le privatif a qui veut dire sang et sepsis qui veut dire microbe ou qui veut dire suppuration. Donc l'asepsie, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de prévenir les complications infectieuses lors d'un acte opératoire. C'est un élément fondamental pour réussir une chirurgie. Avant de continuer dans mon exposé, je vais rappeler que dans les différentes interventions en chirurgie, il y a des interventions à très haut risque septique. Autrement dit, des interventions dans lesquelles ou au cours desquelles la contamination est très facile. Il s'agit par exemple de l'entérotomie, l'entérosynthèse. Il s'agit par exemple de la ruminotomie. Il y a des interventions à risque septique, à temps septique. Autrement dit, ce sont des interventions au cours desquelles il y a une période courte au cours de laquelle le risque septicémique est très important. C'est par exemple lorsque vous faites une césarienne avec un fœtus emphysémateux. Dès lors qu'il y a un fœtus emphysémateux, cela veut dire qu'il y a une putréfaction débutante avec des germes gazogènes. Donc, au moment où vous allez faire la diérèse de l'utérus, eh bien, c'est un temps septique. C'est un temps au cours duquel le risque que les germes qui se trouvent au niveau du fœtus viennent contaminer la cavité générale est très forte. Le deuxième exemple d'intervention à temps septique que je peux donner, c'est lorsque vous avez une hystérectomie ou une hystérotomie avec pyomètre. Le pyomètre, c'est une collection de pus dans l'utérus. Eh bien, lorsque vous allez faire une hystérectomie avec un pyomètre, au moment où vous clampez le col de l'utérus, vous clampez l'artère et la veine ovarienne afin de faire l'exérèse, eh bien, il y a des risques que le pus qui se trouve dans l'utérus puisse contaminer la cavité générale. Donc, c'est une intervention à temps septique. Et enfin, il y a des interventions à risque réduit. Ce sont des interventions dont la probabilité qu'il y ait une contamination est relativement faible. C'est par exemple lorsque vous décidez de faire une otectomie, autrement dit lorsque vous voulez tailler les oreilles
d'un chien, ou si vous voulez faire une codectomie, qui est l'intervention qui consiste à couper la queue chez certains chiens, car pour des raisons standards, il arrive deux fois de couper la queue de certains chiens. C'est par exemple chez le Doberman, dont le plus souvent sa queue est coupée, tout comme ses oreilles sont taillées. Lorsque vous voulez faire aussi une ovarectomie, c'est une intervention de convenance. Dans ce cas, le risque septique est réduit. Et enfin, lorsque vous avez une fracture qui n'est pas ouverte, lorsque vous avez une fracture fermée, le risque septicémique est moindre. Passons à présent pour voir les différents acteurs lorsque on entreprend une intervention chirurgicale. Quels sont les différents acteurs qui interviennent lorsque nous voulons faire une intervention chirurgicale? Le premier élément qui intervient, c'est la salle ou l'environnement dans lequel on va réaliser cette intervention chirurgicale. Eh bien, cet environnement, il est très variable. Il peut être à l'étable lorsqu'il s'agit d'une clinique rurale. Il peut être à l'air libre lorsqu'il s'agit d'une clinique rurale. Il peut s'agir d'une ferme lorsqu'il s'agit aussi d'une clinique rurale. Et il peut s'agir d'un cabinet lorsqu'il s'agit d'une clinique des animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats. Tout comme lorsqu'il s'agit d'une clinique équine, le plus souvent il s'agit d'un cabinet. Donc vous voyez, le risque septique n'est pas le même selon que vous intervenez dans un cabinet où il y a une table de consultation, il y a une salle, tous les paramètres d'un bien sont contrôlés, à savoir le volume d'air qui rentre, le volume d'air qui sort, la climatisation qui est le plus souvent à air filtré. Il y a un SAS où tout est contrôlé. À l'inverse, lorsque vous travaillez dans la ferme, à l'étable ou à l'air libre, le risque septique est beaucoup plus important. Il faut dire que en médecine vétérinaire, la stérilité n'existe pas. Toutefois, il faut travailler de façon proprement pour réduire le risque septique, particulièrement lorsque vous faites de la clinique rurale. Supposons que vous voulez faire une césarienne sur une vache à Zawak, à l'étable. Eh bien, parler de la stérilité dans cet environnement est quasiment impossible. Toutefois, en clinique canine, en clinique équine, là, on peut faire beaucoup d'efforts pour contrôler le risque septique. Le deuxième acteur, c'est le matériel chirurgical. C'est la caisse à outils. C'est la caisse dans laquelle se trouve l'ensemble du matériel qui servira à faire cette intervention. Eh bien, le matériel, quant à lui, il doit être lavé, il doit être désinfecté, il doit être stérilisé et stocké avant une autre intervention chirurgicale. Et à ce niveau, il y a deux stratégies pour stériliser le matériel. Il y a la stérilisation par le chaud et il y a la stérilisation par la chaleur humide. La stérilisation par la chaleur sèche, c'est le four Poupinel, où on va régler un couple temps-température afin de stériliser le matériel. Vous pouvez par exemple fixer votre four Poupinel à 60 degrés pendant 1 heure ou à 90 degrés pendant 30 minutes, ce qui vous permet de tuer la plupart des germes qui sont sur votre matériel. Quant à la stérilisation par la chaleur humide, il s'agit de la cocotte minute. Dans ce cas, c'est un couple pression-temps. Parce qu'une fois que l'eau est en ébullition, il y a une certaine pression qui s'exerce. Et en ce moment, vous allez trouver un couple pression-temps, mais aussi un couple température-temps afin de stériliser le matériel. Le troisième élément, c'est le chirurgien et ses assistants. Eh bien, quand il y a une intervention chirurgicale, le chirurgien, il doit se laver, il doit laver systématiquement ses mains, il doit utiliser des gants. Les mains, ils doivent être au préalable à ongles coupés parce que dans les ongles, des germes peuvent se loger. Et c'est la même stratégie pour les assistants. Et enfin, le quatrième acteur, c'est l'animal à opérer. L'animal à opérer, il doit être rasé,
il doit être lavé, il doit être désinfecté et le champ opératoire doit être préparé afin de réduire toute suppuration. Là, nous avons un four pour Pinel avec une porte que vous allez ouvrir, un minuteur qui nous donne le temps et des éléments qui permettent de régler, le temps et de régler la température, ce qui permet de stériliser le matériel. Cet outil est très important et tout cabinet, particulièrement en clinique canine et en clinique équine, doit l'avoir. Là, il s'agit de l'autoclave, autrement dit la cocotte minute aussi, qui est utilisée dans le cadre de la stérilisation avec une chaleur humide. Parlons à présent de l'antisepsie après avoir parlé de l'asepsie. Le mot antisepsie vient du préfixe anti qui veut dire contre et sepsis qui veut dire microbe ou suppuration. Donc c'est la lutte contre les agents microbiens lors de la préparation de votre intervention chirurgicale. En effet, le champ opératoire doit être, comme je le disais, rasé, lavé, désinfecté. Donc vous pouvez utiliser par exemple de la bétadine pour désinfecter votre champ opératoire, l'espace sur lequel vous voulez intervenir. Supposons que vous voulez faire une laparotomie sur la ligne blanche, c'est une chatte afin de faire une ovarectomie. Donc vous pouvez utiliser de la bétadine ou de la polyvidone iodée. Vous pouvez aussi utiliser de la chlorhexidine avec le nom commercial Ibitane pour le nettoyage. Vous pouvez aussi utiliser du savon ou de l'eau de javel. Dans le cadre de l'antisepsie, j'attire l'attention des jeunes à la gangrène. En effet, il faut qu'il y ait un suivi des plaies chirurgicales en administrant des antibiotiques. Il faudrait que les plaies soient bien aérées afin qu'elles se déchaissent vite et qu'elles se cicatrisent. Si les plaies sont humides, il y a tous les risques de développement d'une gangrène. Autrement dit, des germes anaérobies vont se développer et ça va commencer à suppurer. Et un autre point et non des moindres, c'est le suivi des points de suture et les pansements. En effet, la durée de maintien des points de suture sur une plaie est de l'ordre de 5 à 6 jours. 7 jours au maximum. Au-delà, si vous les laissez, ce sont des corps étrangers. Ils vont commencer à suppurer et ils vont constituer ce qu'on appelle une cicatrisation de deuxième intention. Autrement dit, vous aurez des cicatrisations liées exclusivement à la présence des fils de suture. Ici, sur cette diapositive, nous avons un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre dans sa trousse chirurgicale et je recommande vivement aux étudiants de tout faire pendant leur vie estudiantine, d'avoir leur trousse chirurgicale. En effet, c'est, comme on dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Le plus souvent, quand on a sa trousse, on va passer à l'action et comme vous le savez, quand on est étudiant, on a une couverture due à l'établissement dans lequel on fait. Mais le jour où vous allez prêter serment, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Donc, mettez le paquet pour avoir votre dextérité au moment où vous êtes sur les bancs pour qu'une fois que vous êtes dans la vie professionnelle, que ce soit plutôt de l'application et non de l'apprentissage. Eh bien, dans cette trousse chirurgicale, on peut mettre les champs opératoires. Ce sont les tissus qui permettent de protéger la zone sur laquelle on va intervenir. Il y a les pinces à champ qui permettent de maintenir ces champs opératoires à leur place. Il y a les lames de bistouri, c'est très important. Il y a le scalpel sur lequel est fixée la lame. Il y a les sondes cannulées qui permettent de faire une diérèse sans pourtant toucher les organes internes. Il y a les ciseaux et dans les ciseaux, il y a des ciseaux droits, des ciseaux courbes, des ciseaux pointus, des ciseaux à bout mousse. Il y a des aiguilles de suture. À ce niveau, vous pouvez avoir des aiguilles de suture à section triangulaire ou à section circulaire.
Les aiguilles de suture aussi ont des courbes. Vous pouvez avoir des aiguilles un quart, un demi, trois quarts. Il y a les fils de suture et au niveau des fils de suture, il y a des fils de suture résorbables et des fils de suture non résorbables. Il y a les pinces à hémostase qui permettent de contenir une hémorragie et il y a des pinces à hémostase mousse et des pinces à hémostase à dents de souris. Il y a des pinces à cœur que vous pouvez utiliser pour prendre un organe, par exemple les ovaires, afin de les maintenir. Il y a les pinces à coprostase qui sont utilisées dans le cadre de l'entérotomie, l'entérosynthèse, afin de contenir dans un espace de part et d'autre de la zone de suture, vous pouvez contenir les matières fécales. Il y a les écarteurs qui permettent d'écarter et de voir la cavité générale. Et vous pouvez avoir des seringues de 5 cc, de 10 cc, avec des aiguilles dont le diamètre change de G22, G23, G16, G18, G20. En dehors du matériel, il est nécessaire aussi d'avoir un complément. Par exemple, vous serait important d'avoir du coton, des compresses, des bandes velpo, du garrot, une bande plâtrée quand il y a des fractures, des bandes adhésives. C'est important d'avoir des colliers carcans, particulièrement chez le chien et chez le chat, afin d'empêcher que votre chien et votre chat lèchent sa plaie et défait les ponts de suture. Une muselière, c'est très important d'avoir une muselière parce qu'il y a des chiens qui sont violents. Une balance afin de peser les animaux et de leur administrer la dose qu'il faut. Il y a aussi ce qu'on appelle les cages de contention, particulièrement pour le chat ou bien pour certains félins ou pour certains singes, pour faciliter l'injection. Il est important aussi d'avoir un certain nombre de produits ou de médicaments dans sa trousse. C'est important d'avoir du savon liquide, de l'alcool, de la bétadine. C'est important d'avoir des pré-anesthésiques comme de l'acépromazine, de la xylazine, de la sulfate d'atropine qui permet de tarir les hypersécrétions lorsque vous voulez faire une pré-anesthésie. C'est important d'avoir des anesthésiques fixes comme les barbituriques, la kétamine, d'avoir aussi des antibiotiques tels que de la pénistrepto, de l'oxytétracycline 5%, 10%. C'est important d'avoir des anti-inflammatoires comme de la phénylarthrite ou de la dexaméthasone, des anti-hémorragiques car vous pouvez être confronté à des hémorragies et c'est ainsi que vous pouvez avoir besoin de la phytométhadione ou de la vitamine K1, de la dicinone et exceptionnellement vous pouvez être confronté à des risques opératoires avec des syncopes cardiaques ou des dyspnées respiratoires. Donc il serait important d'avoir des analeptiques cardio-respiratoires pour relancer éventuellement un sujet dont le cœur s'arrête. Et là, nous avons notre assistant muet. L'assistant muet, c'est une table sur laquelle vous allez ranger votre matériel chirurgical, de telle sorte que pendant l'opération, vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts pour retrouver votre matériel. Non seulement vous avez l'habitude de classer le matériel selon un ordre bien précis, ce qui fait que c'est très facile de retrouver votre matériel sans beaucoup de difficultés. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce premier module relatif à la chirurgie. Je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous au deuxième module. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas de partager ces modules, n'hésitez pas de soutenir votre communauté ou notre communauté en s'abonnant, mais aussi en likant, en partageant. Et si vous avez des questions, posez-les et nous reviendrons pour répondre à vos questions le moment venu. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine formation.